Patrick Laine à Montréal. C'est un sujet de discussion cet été qui revient relativement très souvent. Dans les derniers jours, Patrick Laine est sorti officiellement du programme d'aide de la Ligue nationale. Il est rentré durant la saison passée lorsqu'il s'est blessé à la clavicule. Évidemment, ça va accélérer les rumeurs de transactions dans le cas de Patrick Laine. Est-ce qu'on veut l'avoir à Montréal? J'ai posé la question à mes abonnés sur Twitter et j'ai été quand même assez surpris des résultats que ça a donné sur le sondage. Donc, voulez-vous Patrick Laine à Montréal? 54% des votants, on parle d'environ, je vais vous dire ça, 681 votes exactement. Donc, 54% souhaitent voir Patrick Laine débarquer à Montréal contre 45,7% qui ne veulent pas voir l'attaquant finlandais de 26 ans à Montréal. Qu'en pensez-vous? Laissez en commentaire ce que vous pensez concernant le dossier Patrick Laine à Montréal dans les commentaires YouTube. Pour ma part, si on regarde de façon assez réaliste, parce que là, moi, de ce que je vois dans l'argumentation de Patrick Laine à Montréal, c'est beaucoup basé sur des spéculations, des choses qui sont intangibles. On veut amener Patrick Laine à Montréal parce que on pense qu'il va se relancer à Montréal, on pense qu'il va être en santé, on pense qu'il peut apporter quelque chose aux jeunes dans l'alignement et on pense qu'il peut compléter un rôle sur le top 6 des Canadiens de Montréal. Mais c'est constamment, on pense, on souhaite, on espère, c'est beaucoup dans la spéculation, dans les intangibles. Si on y va dans les choses un petit peu plus tangibles, on se rappelle à l'époque que Patrick Laine était à Winnipeg. C'était un joueur qui était très critiqué par les partisans, par des partisans des Canadiens d'ailleurs, au niveau de, bon, il y avait des questionnements sur son attitude. Il y avait des rumeurs qui disaient qu'il passait beaucoup plus de temps à jouer aux jeux vidéo qu'à s'entraîner, ce qui expliquait des baisses de production dans son cas. Évidemment, la chose principale dans le cas de Patrick Laine, c'est son état de santé. On ne peut pas passer à côté du fait qu'il est souvent blessé. On connaît ça à Montréal. Kirby Dach, on te salue. Mais on est tanné des blessures à Montréal. Et là, soudainement, il y a un joueur qui peut produire quand même, on va se le dire, une trentaine de buts par année qui pourraient être disponibles. Et là, on souhaite sauter dessus. Je veux juste vous ramener à la saga de Pierre-Luc Dubois. Pierre-Luc Dubois, il y avait beaucoup de choses intangibles. Il n'est pas heureux à Winnipeg, il va l'être à Montréal. On va le chercher parce qu'il va être capable de produire sur le top 6 à Montréal. Finalement, on oubliait la chose principale dans le cas de Pierre-Luc Dubois. Toutes les équipes qu'il a faites dans la Ligue nationale, il a demandé à être échangé, il a exigé des choses, il a boudé sur la patinoire, il a boudé dans ses négociations de contrat. Bref, il y avait des choses évidentes dans le dossier de Pierre-Luc Dubois qui faisaient que, dans la réalité du Canadien, ça n'allait pas marcher, mais on continuait avec les spéculations en espérant qu'il allait se relancer, que ça allait bien aller. Finalement, le CH n'a pas signé ou échangé pour Pierre-Luc Dubois. Puis on se rend compte avec les années que ça a bien fait. Ça vieillit comme du bon vin, le fait qu'on n'ait pas pris une chance avec Pierre-Luc Dubois. Je ne veux pas comparer les deux dossiers. Je ne pense pas que Patrick Laine soit un tempérament, princesse un petit peu comme Pierre-Luc Dubois. Peut-être également, je n'ai pas cette information-là, mais je sais que dans le cas de Patrick Laine, ça ne fonctionnait plus à Winnipeg. Ça n'a pas fonctionné avec les Blue Jackets. Moi, personnellement, quand j'additionne le dossier des blessures, le dossier du manque de constance dans la production offensive et le fait que les équipes qui l'ont fait, ça n'a pas fité, pour moi, personnellement, je ne toucherai pas à Patrick Laine pour les Canadiens de Montréal. Souvent, les arguments qui sortent, c'est « Bon, ben il reste 2 ans de contrat. Si les Blue Jackets retiennent une partie de salaire, ben pendant 2 ans, il peut aider les jeunes.
Patrick Laine a eu de la misère à produire de façon constante. Donc, comment on peut envisager qu'un joueur comme ça vienne appuyer des jeunes quand les jeunes, déjà, tu sais, ils montrent une certaine constance de plus que ce que Patrick Laine a montré. J'ai l'impression qu'un gars comme Nick Suzuki pourrait plus montrer à Patrick Laine que Patrick Laine montrerait des choses aux jeunes de l'alignement. Donc, pour moi, c'est une autre chose que je passerais mon tour dans le cas de Laine. Je comprends, ça pourrait être une acquisition de type Sean Monahan, exemple. On met la main sur Patrick Laine, on le met dans une situation gagnante pour qu'il retrouve son moteur offensif et par la suite, à la date limite des transactions, le CH a de la place sur la masse salariale, on retient du salaire, puis on l'envoie sous d'autres cieux. Dans cette optique-là, je pourrais comprendre. Par contre, les Blue Jackets de Columbus cherchent des espoirs et des choix au repêchage. Moi, personnellement, je n'irais pas là pour acquérir Patrick Laine. Encore là, il y a beaucoup d'arguments. Si on envoie Josh Anderson, Christian Dvorak, à la limite Jake Evans, on peut aller chercher Patrick Laine. J'ai toujours un petit peu de difficulté avec les mock trades, les discussions de transactions qui se résultent en Montréal donne tous les joueurs qu'on veut plus, puis on va chercher un autre joueur. J'ai un petit peu de misère parce que si on veut plus ces joueurs-là, ça se peut très bien que les autres organisations ne les veulent pas non plus. Donc, je suis toujours un petit peu réticent à dire Josh Anderson, pas un choix de deuxième, Patrick Laine, let's go, on le fait. Si ça arrive, tant mieux. Tant mieux parce que, à mon avis, ce serait une valeur de transaction avantageuse pour le CH, surtout si on rééchange Patrick Laine par après. Mais bref, tout compte fait, avec les choses qu'on connaît de ce dossier-là, moi, personnellement, Patrick Laine, je ne vais pas le chercher pour les Canadiens de Montréal. Autre dossier d'actualité chez les Canadiens de Montréal, c'est bien évidemment la blessure de Raphaël Harvey-Pinard. Raphaël Harvey-Pinard, je ne sais pas si vous avez vu passer l'information sur mon compte Twitter ou sur le site de Tout sur le hockey, mais on avait reçu l'information 5 jours avant que l'organisation confirme la blessure. Dans le fond, Raphaël Harvey-Pinard faisait partie d'un événement sportif qui n'est pas du hockey, puis je n'extensionnerai pas sur la nature de cet événement-là parce que des fois, il y a des joueurs qui ne sont pas nécessairement autorisés à faire des activités, des événements et tout. Fait que, d'après moi, il y avait le droit, mais je veux juste pas mettre personne dans l'embarras là, parce qu'on a contacté les Canadiens pour confirmer la nouvelle, puis on n'a pas eu de réponse malheureusement, mais on veut juste pas se mettre à risque de notre côté à Tout sur le hockey. Fait que bref, événement sportif sur place avec Raphaël Harvey-Pinard, il y avait Alex Belzile, il y avait Joel Teasdale, il y avait Brandon Gignac, il y avait Toby Bisson également, je crois, et Fred Allard qui était présent. Blessure à la même jambe que l'an dernier, qui est arrivé lors de cet événement-là. Ça semblait assez sérieux à première vue. Et 5 jours plus tard, les Canadiens confirment la blessure de Raphaël Harvey-Pinard. 4 mois d'absence, fracture de la jambe. Très dommage pour l'attaquant québécois qui souhaitait rebondir cette année au sein de l'alignement des Canadiens. Mais parlons-en de l'alignement des Canadiens de Montréal. On a vu dans l'alignement projeté du NHL.com que Joshua Roy ne figurait pas sur l'alignement projeté pour la saison 24-25. Sans dire que Roy va remplacer Raphaël Harvey-Pinard, c'est bien sûr qu'avec sa blessure, ça ouvre un poste dans l'alignement principal. Je pense que Joshua Roy, de toute façon, avait son poste à Montréal pour le début de la saison, de la façon qu'il a joué l'année passée. Une place sur le 2e et 3e trio. Donc, évidemment, il y a des joueurs qui vont descendre dans la hiérarchie pour venir combler le poste de RHP sur la 4e ligne. Je ne voyais pas RHP plus haut là, dans l'alignement. Tandis que Joshua Roy, je le vois assurément sur un top 9, sur
le deuxième ou le troisième trio. Donc, ça vient un petit peu solidifier la place du Québécois dans l'alignement des Canadiens cette année. Est-ce qu'on va voir Raphaël Harvey-Pinard en rehab avec le Rocket de Laval? Est-ce que son passage à Laval va être extensionné? Parce qu'on sait que l'année passée, ça n'a pas été une saison facile pour Raphaël Harvey-Pinard. C'est possiblement des choses qu'on va surveiller pendant la saison. Je prends quelques instants pour remercier les gens qui ont cité l'information de Tout sur le hockey sur leurs différents blogs. Il y a la presse également, Guillaume Lefrançois qui nous a cité par rapport à cette information-là. Merci à tous. Toujours apprécié. On n'est pas réputé pour avoir des scoops, surtout sur le hockey, mais quand on en a, on les double vérifie. Puis c'est ce qui a été fait avec Raphaël Harvey-Pinard. On a quand même pris une chance de sortir l'info, même si le Canadien n'avait pas confirmé l'information. Mais on est bien content des gens qui nous ont crédité pour cette information-là. Et tant qu'à être dans les informations, je sais que c'est plus nécessairement d'actualité, mais on m'a quand même glissé un mot sur ce dossier-là récemment. Puis tu sais, là, je tiens juste à calmer le jeu. Là, je ne joue pas les insiders pantoute. C'est juste que j'ai eu des informations concernant Jonathan Marchessault. Jonathan Marchessault, on le sait, le Canadien est intéressé à ses services durant l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Marchessault a confirmé en entrevue que le Canadien était pas mal les deuxièmes là, à parler. Finalement, a signé un contrat avec les Prédateurs de Nashville, 5 ans pour 5,5 millions de dollars pour l'ancien, l'ex-joueur par excellence des séries pour la Coupe Stanley, gagnant du Conn Smythe en 2022-2023. Bref, Jonathan Marchessault aurait reçu une offre de 3 ans, 4,7 millions de la part des Canadiens de Montréal. Puis, en entrevue, mentionnait que le nombre d'années était important pour Jonathan Marchessault. Évidemment, on parle de moins d'1 million de différence entre l'offre des Canadiens et l'offre des Prédateurs de Nashville. Et je vous ramène à un texte que j'ai fait récemment, surtout sur lehockey.com, l'importance de l'impôt sur les décisions des joueurs. Le Tennessee, État qui accueille les Prédateurs de Nashville, n'a pas d'impôt provincial. Donc, on a un impôt fédéral, un impôt d'État provincial et un impôt local du côté des États-Unis. À Nashville, pas d'impôt provincial. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui a dû peser dans la balance. Le nombre d'années également. Puis, on sait que Kent Hughes ne voulait pas extensionner non plus, ne voulait pas déroger de son plan. Donc, voilà, c'est vraiment quelqu'un proche de l'entourage de Jonathan Marchessault qui m'expliquait que l'offre du Canadien était de 3 ans, 4,7 millions. Et on m'a permis aussi d'apprendre que les Golden Knights aussi voulaient garder l'attaquant sur un contrat de 7 ans, mais le salaire annuel était beaucoup trop bas, en fait, pour rester avec les Golden Knights. Donc, Jonathan Marchessault qui rejoint les Prédateurs de Nashville sous ces modalités de contrat-là. Donc, merci à tous pour avoir été présents pour cette capsule vidéo. Si vous aimez le contenu de Tout sur le hockey, likez notre chaîne YouTube, likez nos réseaux sociaux également, partagez nos textes. Et je vous rappelle en commentaire, est-ce qu'on veut Patrik Laine à Montréal dès cette saison? Oui, non, pourquoi? Argument? En commentaire sous la vidéo. Merci beaucoup et à une prochaine capsule.